Durant 4 longues années, la Première Guerre mondiale s'est éternisée dans les tranchées du front ouest. Mais à l'est, on a assisté à une guerre tout à fait différente. Une guerre de mouvement marquée par des défaites et des victoires spectaculaires. Une guerre de vastes armées en marche. Les difficultés du terrain requéraient toutes sortes de moyens de transport, des chameaux au ski. Dans cette guerre, un grand empire, l'Autriche-Hongrie, fut détruit. Tandis qu'un second, la Russie, fut bouleversée par la Révolution et vit sa famille royale assassinée. La guerre sur le front Est allait modifier à jamais la carte de l'Europe. Pour la première fois aujourd'hui, vous pouvez la découvrir telle qu'elle a eu lieu, en couleur. En août 1914, 2 empereurs se pavanaient tels des pans sur la scène de l'Europe centrale. Le premier était le Kaiser Guillaume II d'Allemagne, dont les ambitions étaient à la hauteur de celles des classes dirigeantes de son pays. Le Kaiser était quelqu'un de très nerveux, souvent en proie à de violents accès de colère et qui vivait dans un monde imaginaire. Mais franchement, en 1914, c'était tout le pays qui vivait dans un monde imaginaire. À la tête de l'Autriche-Hongrie, le second empereur en question et par ailleurs l'allié de Guillaume II était François-Joseph. Extrêmement réactionnaire, cet autocrate présidait une cour rongée par les intrigues et la division. Sur le front Est, ces 2 empereurs des puissances d'Europe centrale étaient opposés à un troisième, le tsar Nicolas II de Russie. Le tsar était un homme qui connaissait très bien ses limites et sa patience était considérable. Contrairement au Kaiser, il n'était pas du tout hystérique. Il était bien plus heureux en vivant comme une sorte de gentilhomme campagnard et ce n'était vraiment pas un belliciste. Ces 3 empires, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie, furent soudain précipités vers la guerre suite à l'assassinat de l'archiduc d'Autriche, François Ferdinand, par des prétendus nationalistes serbes. Quand la guerre éclata en août 1914, les attaques sur le front Est furent soudaines et brutales. Les troupes autrichiennes envahirent la Serbie. La Russie, qui était l'alliée de la Serbie, envahit à son tour et l'Allemagne et l'Autriche. Face aux Russes, les Autrichiens battirent vite en retraite, abandonnant au passage des positions fortifiées stratégiques. Pour le soldat autrichien de base, ce fut démoralisant. Nous n'en finissions plus de marcher. La fatigue accumulée était telle que nous n'arrêtions pas de jurer. Certains maudissaient la vache qui avait produit le veau dont la peau avait donné le cuir de leur pactage. D'autres juraient que s'ils avaient su ce qui les attendait, pour rien au monde, ils ne seraient partis de chez eux. Alors que l'armée russe avait écrasé les Autrichiens, elle connut la déroute contre les Allemands. Fin août, lors de la bataille de Tannenberg, 50 000 Russes furent tués et 100 000 prisonniers. Un observateur britannique raconta. Je n'oublierai jamais l'image de ces milliers de Russes repoussés jusque dans ces 2 énormes lacs et les cris des hommes et des chevaux qui étaient en train de se noyer. La victoire allemande fit la réputation de ces 2 généraux, Paul von Hindenburg et Erich von Ludendorff, sauveurs de la nation et idolâtrés en tant que tels.
Pendant la guerre, il ne se passait pas une journée sans que l'on peigne un portrait de Hindenburg. C'était un vieux garçon très digne, qui prônait certaines valeurs solidement ancrées dans la société allemande, valeurs qu'il possédait bien entendu. Quant à Ludendorff, c'était sans aucun doute un excellent technicien, mais son problème, c'est qu'il était devenu mégalomane. Après leur premier succès, Hindenburg et Ludendorff étaient persuadés que l'armée russe serait une cible facile. Ludendorff se mit alors à rêver d'un grand empire allemand qui s'étendrait aussi à l'Est. Mais les observateurs britanniques avaient remarqué la combativité exceptionnelle des Russes. Pris individuellement, le soldat russe est ce qui se fait de mieux au monde. Il supporte le froid, la faim et les privations sans jamais se plaindre. Mais en affrontant à la fois l'Allemagne et l'Autriche, le tsar demandait beaucoup à ses soldats. Combattre sur deux fronts importants serait un grand test pour l'armée russe, à cause des problèmes de logistique que cela impliquait. Il fallait pouvoir acheminer à temps le matériel, les soldats, les équipements, les chevaux, la nourriture et le fourrage. Fin septembre 1914, débordant d'assurance et convaincus que l'armée russe allait se coucher, les Allemands envahirent la Pologne, qui faisait alors partie de l'Empire russe. À première vue, c'est tentant d'attaquer la Pologne. Après tout, elle s'enfonce loin en territoire allemand, et en attaquant les Russes par le nord et par le sud, vous êtes sûr d'en attraper un maximum au milieu. Et c'est cette stratégie fondamentale que les Allemands vont appliquer sur le front Est pendant les dernières semaines de 1914. Les combats du front Ouest avaient affaibli l'armée allemande, et les Russes étaient déjà en route vers la capitale polonaise, Varsovie. Hindenburg et Ludendorff ordonnèrent à leurs troupes de se précipiter jusqu'à la Vistule, fleuve qu'il leur fallait traverser pour atteindre la capitale polonaise. L'effort que devaient fournir les troupes lors de notre progression était énorme. Les routes étaient boueuses et la météo exécrable. En dépit de ces conditions, les hommes devaient faire des marches de 30 km, voire plus, pour arriver avant l'ennemi. Les Allemands franchirent la Vistule le 9 octobre et encerclèrent Varsovie. Une infirmière russe, Sophie Botcharski, assista au déroulement de la bataille. 2 semaines durant, les Allemands ont essayé de prendre le contrôle de Varsovie, la clé de voûte de la Pologne. Ils chargeaient impitoyablement. Tous les jours, nos soldats arrivaient par milliers pour faire soigner leurs blessures. Certains d'entre eux, cependant, avaient les yeux qui brillaient. Ils étaient remplis d'euphorie, car ils continuaient à défendre avec succès nos positions. Les Russes réussirent à empêcher la prise de Varsovie, à la grande surprise des Allemands. Et alors que ces derniers battaient en retraite, les Russes attaquèrent de nouveau, entretenant ainsi cette incroyable guerre de mouvement. La riposte de l'Allemagne fut d'envoyer de nouvelles troupes en Pologne pour bloquer la progression des Russes. Le résultat fut immédiat et donna lieu en novembre à la dernière grosse confrontation de l'année 1914 sur le front Est, la bataille de Lodz. Les grands perdants de Lodz furent les Russes. 150 000 hommes furent capturés. Mais les Allemands déplorèrent tout de même 130 000 morts et blessés. À cet instant, les commandants allemands se rendirent compte que leurs homologues russes n'avaient aucun scrupule à sacrifier un nombre élevé de soldats dans les combats. Mais pendant combien de temps encore pourraient-ils tenir? Il ne faisait aucun doute que malgré leurs pertes considérables, les Russes allaient bientôt reprendre leur offensive et que cela allait encore durer un certain temps. Ils disposaient de beaucoup d'hommes, seulement ils les utilisaient imprudemment et de telles tactiques, même face à nos maigres troupes, étaient vouées à l'échec. Fin 1914, 1 800 000 Russes avaient déjà été tués, blessés ou faits prisonniers.
Au début de l'année 1915, le front ouest étant dans une impasse, le haut commandement allemand décida de tenter le tout pour le tout afin d'obtenir une victoire rapide à l'est. L'armée autrichienne devait soutenir l'offensive allemande en lançant une attaque contre les Russes dans les Carpates. Cette expédition tourna au cauchemar pour les soldats autrichiens qui se retrouvèrent aux prises avec le froid et la neige. Dû aux difficultés du terrain et à la rigueur de la saison, les combats dans les Carpates nécessitaient des efforts considérables de la part de notre armée et d'aller jusqu'au bout de ses souffrances. Ceux qui n'y ont pas participé n'ont pas idée de ce qu'un être humain peut endurer. Au bout de 2 semaines, l'offensive autrichienne avorta. Mais malgré cette victoire, le commandant des troupes russes dans les Carpates, le général Alexei Broussilov, qui allait jouer plus tard un rôle clé dans la guerre, savait que les pertes terribles des premiers mois du conflit avaient sérieusement réduit les effectifs. Les hommes qui arrivaient en renfort ne savaient en général rien faire d'autre que marcher au pas. Beaucoup d'entre eux n'étaient même pas capables de changer leur fusil. Quant à leur aptitude au tir, n'en parlons pas. Franchement, ce n'était pas ce que moi j'appelle des soldats. Maintes et maintes fois, j'ai demandé à mes hommes dans les tranchées pourquoi nous étions en guerre. Et à tous les coups, la réponse qu'ils me donnaient était qu'un certain archiduc et sa femme avaient été assassinés, et que par conséquent, les Autrichiens avaient voulu humilier les Serbes. Mais pourquoi l'Allemagne nous faisait la guerre à cause de ces Serbes, ça, personne ne le savait. Un nouveau genre d'officier russe fait alors son apparition. L'un d'eux s'appelle Dmitri Oskin. Et il décrit des officiers gloutons et grassouillets, dont un, je crois, a passé une partie de la guerre assis dans sa tente à manger de la glace, pendant que les soldats étaient envoyés au front. Et donc il y a une réelle contestation de l'autorité. Je me demande bien ce que nous sommes venus faire dans cette guerre. Plusieurs centaines d'hommes sont déjà passés dans ma section et au moins la moitié d'entre eux ont fini blessés ou tués sur le champ de bataille. Qu'auront-ils gagné quand tout cela sera fini? Désespérés, les Russes avaient besoin d'aide. Surtout que maintenant, une nouvelle menace se profilait devant eux. En octobre 1914, la Turquie entra en guerre et rejoignit le camp de l'Allemagne. Le vieux sultan Enver Pacha pensait qu'il participerait à une victoire rapide. Enver Pacha était déjà allé en Allemagne. Il parlait couramment leur langue et s'entendait très bien avec les Allemands. Pour lui, ces gens ne pouvaient pas perdre. Il croyait que la guerre serait finie pour Noël et il voulait en profiter pour chipper quelques territoires dans les Balkans ou peut-être même à la Russie. Enver Pacha envoya ses troupes au nord pour envahir l'Arménie russe. L'hiver fut rude et les Turcs subirent une violente contre-attaque de la part des Russes. Sur les 95 000 soldats turcs qui participèrent à cette campagne, seuls 18 000 survécurent. Et 30 000 moururent de froid. Les Turcs vacillent et doivent reculer. Sur le chemin du retour à travers l'Arménie turque, poussée par l'exaspération et la colère, les soldats lancent alors ce qui est connu aujourd'hui comme le génocide arménien. Et ce n'était pas une réaction spontanée suite à leur défaite contre les Russes. Non, c'était clairement prémédité et il en a coûté la vie à un demi-million d'Arméniens. L'invasion turque incita la Russie à faire appel à ses alliés, la Grande-Bretagne et la France, pour que celle-ci trouve le moyen de contrer la menace ottomane. Au même moment, Winston Churchill, premier lord de l'Amirauté, préparait l'expédition alliée sur les Dardanelles. Il rêvait de pouvoir gagner la guerre contre l'Allemagne et ses alliés en attaquant leurs points faibles. Le 25 avril, après une opération navale périlleuse, les soldats anglais, français, australiens et néo-zélandais débarquèrent sur les plages de Gallipoli. La campagne au sol fut rapidement stoppée
et dégénéra en bain de sang. Les commandants disaient « On pourrait avancer si seulement on avait une brigade de plus, ou mieux, une autre division. » Mais à chaque fois qu'une brigade ou qu'une division arrivait en renfort, les Turcs l'arrêtaient parce qu'eux aussi faisaient venir une autre division, puis une autre, et encore une autre. Les tranchées sont complètement différentes de ce à quoi je m'attendais. Si on lève la tête pour regarder autour de soi, c'est la mort assurée. Alors, on utilise des petits bouts de miroir fixés au bout d'une tige, mais même ça, ils arrivent à les toucher. Quand les Turcs chargent, ils crient « Allah, Allah » et nos petits gars leur répondent « Amenez-vous, bande de salauds, on va vous en donner du Allah ». Et vu qu'on n'a que ce mot à la bouche, les pauvres Turcs doivent se dire que salaud est un de nos dieux. Sur la bruyère, entre les tranchées, s'accumulent les corps en décomposition de nos hommes et des Turcs. L'odeur est insoutenable. Un soleil de plomb tape sans relâche dans un ciel parfaitement dégagé et très vite nous apprenons ce qu'est la vraie soif. Les lèvres se crevassent et les têtes tournent dans cette chaleur étouffante. Les fantassins viennent nous supplier de leur donner à boire, mais nos gourdes sont vides. Toute la nuit, on a vu des blessés rentrer péniblement du front avec des histoires sur leurs camarades qui étaient restés là-bas. Cette attaque a été un énorme fiasco. Désormais, elles le sont presque toutes. C'était une campagne superbe, je veux dire sur le plan visuel. Mais cela cachait la souffrance atroce des soldats dans les deux camps. C'est la dysenterie qui a fait le plus de victimes. Les gens mouraient dans les latrines, c'était horrible. Et ça n'a servi à rien. Cette campagne a été un échec total. Les Alliés finirent par se retirer en janvier 1916. Le bilan humain fut lourd, 250 000 morts et blessés confondus. Les Turcs avaient remporté une énorme victoire, mais leur triomphe à Gallipoli serait bientôt assombri par leur défaite au nord. Au début de l'année 1916, les troupes russes passèrent par le Caucase pour attaquer l'Arménie turque. Ils prirent le contrôle de plusieurs forteresses stratégiques, si bien que la Turquie ne pourrait plus jamais menacer la Russie. D'autant plus qu'entre-temps, il s'était produit un événement favorable aux Russes et à leurs alliés français et britanniques. En mars 1915, l'Italie entra en guerre aux côtés des Alliés, alléchée par la possibilité de ravir des territoires à l'Autriche-Hongrie, en particulier la région montagneuse du Tyrol. Les soldats italiens partirent vers le nord, et les Autrichiens dévièrent des troupes depuis le front russe pour aller renforcer le Tyrol. C'est ainsi qu'eurent lieu les premiers combats à ski. Les affrontements sur le front italien étaient particulièrement durs, parce que les Autrichiens avaient des positions partout dans les montagnes. Et donc, non seulement le front ouest était ce qu'il y avait de pire en termes d'artillerie lourde, mais il fallait aussi ajouter le problème de ce terrain accidenté. Ces combats firent partie des plus éprouvants de toute la Première Guerre mondiale. Un jeune officier britannique, Hugh Dalton, combattit aux côtés des Italiens. Ici, les tranchées sont découpées dans la glace, et les Italiens meurent plus à cause des avalanches que des Autrichiens. Il faut hisser les canons le long des parois verticales et les percher sur des saillies juste assez grandes pour accueillir des nids d'aigles. Les sentinelles se relaient toutes les 10 minutes tellement il fait froid. Il faut voir les bataillons alpins qui descendent à ski les pentes enneigées à près de 50 km/h. Nous rampions le long d'un étroit chemin bordant la paroi. Au-dessus de nous, le pic remplissait le ciel. Au-dessous, de vastes prairies quasi verticales semblaient n'attendre qu'une chose, que quelqu'un tombe et les dévale. La nuit, tout gelait, des bottes jusqu'à l'encre des stylos à plumes. Même chose pour le savon à barbe. On n'avait pas le temps de l'étaler qu'il était déjà dur. Pendant les 2 ans et demi qui suivirent, la situation resta au point mort dans les montagnes. Au cours de l'été 1915, l'Allemagne et l'Autriche recommencèrent à avoir des vues sur Varsovie, capitale de la Pologne désormais sous contrôle russe. 14 divisions, soit un total de 250 000 hommes, prirent la direction de l'Est.
L'offensive autrichienne de mai 1915 dans les Carpates avait déjà fait 100 000 morts et blessés chez les Russes. Mais entre juin et juillet, ces pertes ne cesseraient d'augmenter au fur et à mesure de la progression germano-autrichienne. En mai, les Russes perdirent 400 000 hommes, morts, blessés et prisonniers confondus. Et en juin 1915, le total de leurs pertes depuis le début de la guerre s'élevait à 3,8 millions. Les villes fortifiées qui passaient régulièrement sous le contrôle d'un camp à un autre n'étaient plus qu'un monceau de ruines. Les habitants de Varsovie attendaient que l'on décide de leur sort. Varsovie est condamnée. Jusqu'à présent, on avait toujours espéré qu'un miracle se produirait, mais maintenant c'est bel et bien fini. Les Allemands vont bientôt défiler fièrement dans les rues en criant leur victoire. La seule question qui reste en suspens est « dans combien de temps ?» Je ne pense pas que cela se compte en jours, mais plutôt en heures. Le lendemain, 5 août 1915, l'armée allemande paradait dans Varsovie. La guerre durait depuis exactement un an, et les commandants allemands commençaient à croire qu'ils pouvaient gagner, que les Russes allaient capituler. Ils se trompaient. À l'horizon se profilaient 2 années de durs combats sur le front Est. Mais pour l'instant, le fantassin allemand pouvait se détendre. Il était confiant et victorieux. Son adversaire russe semblait vaincu et démoralisé. Pour les observateurs britanniques, l'armée russe vivait là une période décisive. Pendant encore presque 3 semaines, nous avons continué de battre en retraite. Chaque jour ressemblait au précédent. Des hommes fatigués rentrant vers l'Est, l'artillerie toujours en tête, des paysans affamés demandant de la nourriture, des blessés par milliers. Nous étions tous complètement épuisés. Nous avions tant besoin de repos. Nous nous demandions quand cette grande randonnée vers l'Est allait s'arrêter. En réponse à sa défaite, le tsar Nicolas II se déclara commandant en chef suprême des forces armées russes. Par la suite, il allait nommer le général Brusilov à la tête des troupes stationnées sur le front Est. Mais l'opinion du général à l'égard du tsar était loin d'être bonne. L'incompétence et l'ignorance du tsar, sa faiblesse de caractère, ainsi que sa détermination vacillante, font qu'il est inapte au commandement. Les hommes ont raison quand ils disent qu'ils sont sacrifiés pour rien et qu'ils n'ont aucun espoir de vaincre l'ennemi. Il est clair que les troupes n'auront bientôt plus le moral. Cependant, les soldats russes se montrèrent extraordinairement résistants. Début 1916, Britanniques et Français préparèrent une offensive commune sur le front ouest, prévue pour l'été. Les Russes devaient jouer un rôle vital dans ce plan, en attaquant l'Allemagne et l'Autriche par l'Est, afin d'affaiblir leurs réserves. Le général Brusilov mènerait l'offensive estivale. Mais Brusilov commençait à douter de la loyauté du tsar. Il écrivait déjà en 1914 qu'il se battait non pas pour le tsar, mais pour la Russie. C'était comme s'il sentait qu'à un moment ou à un autre, il allait devoir choisir entre les deux. Brusilov prépara soigneusement son attaque contre les Allemands et les Autrichiens sur un front de 300 km. Son but était de les prendre par surprise grâce à des tirs de barrage courts et précis. Sa première cible serait les Autrichiens, ceux-ci étant plus faibles. Le 4 juin 1916, les troupes de Brusilov lancèrent l'offensive. Et après quelques jours seulement, ils jubilaient déjà. Tout ce que je dirais, c'est que le 6 juin à midi, nous avions capturé 900 officiers, plus de 40 000 hommes, et confisqué 77 canons, 134 mitrailleuses et 49 mortiers de tranchée. Le 9 juin, nous avions pris 1240 officiers, plus de 71 000 hommes, 94 canons, 167 mitrailleuses et une vaste quantité de matériel divers. Face à l'attaque russe, les soldats allemands commencèrent à perdre leur sang-froid. J'ai essayé de rassembler ma compagnie, mais c'était sans espoir. Les hommes partirent dans tous les sens. L'artillerie russe ne mit pas longtemps à nous découvrir,
et fit de son mieux pour nous renvoyer au pays. Sur les routes et les champs détrempés circulaient d'innombrables convois de prisonniers autrichiens en uniforme bleu, généralement escortés par un seul soldat russe. Tous étaient en piteux état au moment de leur capture. Ils en avaient plus qu'assez de la guerre. Brusilov a bien failli achever les puissances centrales. On aurait dit que l'Empire autrichien était en train de céder sous les coups. On est passé à deux doigts de voir ces puissances centrales s'effondrer parce qu'au même moment, il y avait la bataille de la Somme à l'ouest et les Italiens qui attaquaient au sud. Il s'en est fallu d'un cheveu, vraiment. Suite à l'offensive de Brusilov, Ludendorff invoqua une crise à l'Est. Ce qui signifiait qu'à cause de la débâcle autrichienne, les Allemands allaient devoir une fois de plus mobiliser des hommes en renfort. Cependant, même si les Russes avaient remporté une grande victoire, cela leur avait coûté cher. Notre hôpital était rempli de blessés, comme tous les autres hôpitaux de la ville. On nous avait dit que les pertes, morts et blessés confondus, s'élevaient à 200 000 hommes. Nous voyions et entendions des hommes brisés que nous connaissions parfois, et nous ressentions leur immense détresse. Quand arriva l'hiver 1916, les Allemands avaient réuni assez de réservistes pour contre-attaquer et regagner les territoires perdus au cours de l'offensive estivale de Brusilov. Pour les soldats russes qui s'étaient battus avec tant de fougue, c'était une énorme déception. Mais les observateurs britanniques continuaient d'être étonnés par leur endurance. Ces hommes ont un physique et un mental d'acier. Ils sont capables de marcher et de se battre en se nourrissant uniquement de maigres rations, ce qu'aucun autre soldat européen ne pourrait tolérer à mon avis. Alors que les vainqueurs de l'été étaient couverts de médailles, à la fin de 1916, des centaines de milliers de soldats russes croupissaient dans des camps de prisonniers allemands et autrichiens. Pour ceux qui étaient restés au front, il n'était plus question de victoire, mais de retraite. Brusilov en personne commença à perdre ses illusions. Mais pas envers ses hommes, envers le pouvoir en place. Je dirais seulement ceci. En 1916, mes hommes avaient accompli des merveilles de bravoure en faisant leur devoir et en se dévouant sans réserve à la Russie. Et maintenant, ils voyaient tous leurs faits d'armes réduits à néant parce qu'ils considéraient comme un manque d'intelligence et de décision de la part du commandement suprême. Certains politiciens commencèrent à partager l'opinion de Brusilov. Le haut commandement n'a pas tenu compte des pertes humaines et ne s'occupe pas assez des soldats. L'armée russe ne croit plus en ses dirigeants. Le désespoir des soldats ne tarda pas à s'étendre à la population civile. De toutes parts nous parvenait le mécontentement d'un peuple lassé de la guerre, désillusionné, perdu dans ce qui semblait être une suite ininterrompue d'erreurs. La nourriture se faisait de plus en plus rare. Les queues devant les boulangeries se prolongeaient loin dans les rues. On racontait partout que les grossistes et les commerçants faisaient d'énormes bénéfices au détriment du peuple. On chuchotait que l'impératrice trafiquait avec les Allemands. Même l'empereur n'inspirait plus la crainte et le respect. Cette grande Russie, qui était capable de ravitailler le monde entier, manquait de nourriture et de nombreux autres produits de première nécessité. Tout devenait rare dans ce pays. La nourriture, les vêtements, les chaussures, le pétrole, la paraffine. Nous connaîtrons bientôt la famine. Je te conseille vivement d'acheter 5 kilos de pain et de le cacher. Dans les faubourgs de Petrograd, on commence à voir des femmes très bien habillées en train de mendier dans la rue. Il fait très froid. Les gens n'ont plus rien à faire brûler dans leur chaudière. Les conditions de vie sont devenues infernales. Le mécontentement montait dans toute la Russie. Les grèves devinrent monnaie courante. Les gens issus de toutes les classes de la société doutaient du bien fondé de faire la guerre.
À l'automne 1916, excédés et nerveux, les marins russes s'étaient déjà mutinés 2 fois dans les flottes de la mer Noire et de la Baltique. Le tsar et sa famille étaient isolés. Dans tous les rangs de la société, on affirmait sans retenue que le pays et l'armée avaient été vendus par les laquais de l'impératrice et qu'elle cherchait à accéder au trône pour remplacer un empereur dont le nom était devenu synonyme de faiblesse, futilité et ébriété. Les rumeurs allaient bon train. On racontait que l'impératrice se mêlait des affaires de l'État sous l'influence de son amant secret, le sinistre gourou Raspoutine. Partout, la diffamation prenait de l'ampleur. Rien n'était trop vil ou trop méchant pour ne pas être insinué. Les soi-disant puissances occultes derrière le trône, l'influence allemande sur la cour, la suspicion d'une paix conclue en secret qui ne serait que trahison, le pouvoir de Raspoutine, des histoires infâmes au sujet de l'impératrice. Fin 1916, on a essayé de redorer l'image de la princesse en la montrant jouer les infirmières dans le palais d'hiver. Mais ce dont son entourage ne se rendait pas compte, c'était que l'image des infirmières avait changé, car tout un stock d'uniformes était tombé aux mains des prostituées de Petrograd. Ils ne réalisaient pas que les photos qu'ils publiaient de l'impératrice habillée en aide-soignante auraient précisément l'effet inverse de celui escompté. Et donc le fait qu'elle soit là habillée en infirmière ne faisait que renforcer toutes ces rumeurs sur ses jeux sexuels avec Raspoutine. Le tsar répondit à cette menace de révolution par la répression. Certains de ses conseillers entamèrent alors des négociations en secret avec l'Allemagne pour mettre fin à la guerre, dans l'espoir de préserver la position du tsar vis-à-vis de son peuple. En février 1917, ordre fut donné aux troupes du tsar de tirer sur des manifestants à Petrograd. Certains, comme Fedor Linde, refusèrent. Les Cosaques tiraient sur la foule sans défense. Ils frappaient les gens à coups de fouet et écrasaient ceux qui étaient tombés au sol avec leurs chevaux. J'ai alors bondi sur une table et j'ai crié de toutes mes forces. Les amis, vive la Révolution! Devant la montée des tensions, les responsables du commandement militaire demandèrent au tsar d'abdiquer. Votre Majesté impériale, je sais tout l'amour que vous avez pour votre pays. Je suis certain que pour les sauver, lui et votre dynastie, vous serez prêt à accepter le sacrifice que la guerre exige de vous. Le tsar essaya de rejoindre en train Petrograd depuis le front, mais il fut dérouté par des révolutionnaires. Il sut alors que le moment était venu. L'abdication du tsar eut lieu le 15 mars et ne fut accompagnée d'aucun trouble. Presque automatiquement, nous sommes alors passés du statut de soldat du tsar à celui de soldat de la République. Aucun élément dissident ne se fit entendre. Et pour ce qui est des troupes, les hommes acceptèrent le changement comme si on leur avait ordonné de se mettre au garde à vous. Un gouvernement provisoire se mit alors en place, à la plus grande joie des militaires et des civils. Il y eut un coup de cloche retentissant, puis un autre et un troisième. Les coups se firent de plus en plus rapides et bientôt, les cloches de toutes les églises à la ronde se mirent à sonner. Les lumières étaient allumées dans toutes les maisons. Tout à coup, les rues se remplirent de monde. Les portes de nombreuses maisons restaient ouvertes et des étrangers en pleurs se tombaient dans les bras. Alexander Kerensky, qui deviendrait plus tard Premier ministre pendant une brève période, fut désigné ministre de la guerre. Il nomma le général Broussilov commandant en chef de l'armée russe. Ensemble, ils espéraient redonner confiance au peuple en lançant une nouvelle offensive militaire contre leurs ennemis les plus faibles, les Autrichiens. L'attaque eut lieu le 1er juillet 1917. Mais il devint vite évident que les troupes ne voulaient plus se battre. Et au bout d'une semaine, les généraux comprirent qu'une mutinerie se profilait à l'horizon. Quand je leur ai demandé ce qu'ils voulaient, ils m'ont dit qu'ils ne voulaient plus se battre. Ils m'ont supplié de les laisser rentrer chez eux pour vivre en hommes libres et partager avec leurs amis villageois les terres que ces derniers avaient prises aux propriétaires. Et quand je leur ai demandé ce qu'allait devenir la mère Russie, ils m'ont répondu que ce n'était pas leur travail de réfléchir à l'avenir de l'État.
Après 3 ans de combats et de souffrances, le soldat russe avait fini par en avoir assez. C'était une guerre dans laquelle l'avantage avait constamment changé de camp. Mais au bout du compte, c'était un effondrement politique et non militaire qui allait décider de son issue. En septembre 1917, au cours de ce qui serait leur dernière offensive, les Allemands prirent le contrôle de Riga, le deuxième plus grand port russe de la Baltique. Désormais, ils pouvaient se détendre pendant que la révolution déchirait la Russie. Vladimir Ilitch Ulyanov, plus connu sous le nom de Lénine, attendait le bon moment pour passer à l'action. Une seule fausse manœuvre de notre part et cela pourrait tout gâcher. Nous ne devons pas anticiper les événements, le temps joue en notre faveur. Le but de Lénine était la révolution bolchevique. Mais c'est son slogan « de la paix à tout prix » qui commença à lui attirer le soutien du peuple. Fin 1917, un deuxième gouvernement provisoire essayait toujours de ramener l'ordre en Russie. Mais tandis que Lénine appelait à la révolution, les spectateurs pouvaient voir le pays se précipiter dans le chaos. Ce n'est plus une capitale, c'est un cloaque. Plus personne ne travaille, les rues sont dégoûtantes, il y a des tas d'immondices dans les cours. Ça me fait mal de dire à quel point la situation s'est dégradée. Les gens sont gagnés par la fainéantise et la lâcheté. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous ces bas instincts contre lesquels je me suis battu tout au long de ma vie sont en train de détruire la Russie. Les socialistes ont semé le vent et les Russes récoltent la tempête. La situation économique en Russie est telle que l'expression « être au bord du précipice » est devenue banale. Les révolutionnaires étrangers, comme l'américain John Reed, sentaient que leur jour allait venir. D'un côté, il y avait la presse monarchiste qui incitait à la répression sanglante et de l'autre, l'imposante voix de Lénine qui criait « Insurgez-vous ». On ne pouvait plus attendre. Chaque jour, le gouvernement semblait encore plus impuissant. La nuit, des travailleurs armés patrouillaient dans les rues, luttant contre les maraudeurs et réquisitionnant toutes les armes qu'ils trouvaient. En novembre 1917, la révolution, qui serait plus tard glorifiée dans les films russes, était imminente. Le gouvernement provisoire ordonna au cuirassé Aurora de quitter le port de Petrograd par crainte que des marins révolutionnaires ne pointent leurs canons sur le siège du pouvoir. Une automobile blindée, toute sirène hurlante, faisait lentement des allées et venues. À chaque coin de rue, dans chaque espace vert, des groupes compacts se formaient. Il y avait un flot ininterrompu de personnes. Le 7 novembre, au signal des canons de l'Aurora, les révolutionnaires prirent d'assaut le palais d'hiver. Le jour se leva sur une ville en plein état d'excitation et de confusion. Une nation entière se soulevait dans un long sifflement tel la houle durant une tempête. En quelques jours, la révolution gagna Moscou. Des comités de soldats russes commencèrent à faire des ouvertures de paix à l'Allemagne. En décembre 1917, un armistice entra en vigueur sur le front ouest. Au cours de plus de 3 ans de combats terribles, 2 300 000 Russes étaient morts. Et 5 autres millions avaient été blessés. Malgré tous ses défauts et tous ses problèmes, l'armée impériale russe avait tenu en échec 160 divisions allemandes et autrichiennes. Désormais, celles-ci étaient à nouveau disponibles, ce qui aurait un effet dévastateur sur l'effort de guerre des Alliés. L'Italie fut le premier pays allié à subir les conséquences de l'effondrement de la Russie. À la fin octobre, les troupes autrichiennes et allemandes frappèrent dans les montagnes du nord-est de l'Italie.
Des rumeurs contradictoires nous arrivaient du nord, mais le 27, ces dernières devinrent alarmantes. La progression des Allemands était apparemment considérable et rapide. La tentative italienne de conquérir des territoires autrichiens avait mal tourné. Les Allemands et les Autrichiens capturèrent 275 000 soldats italiens. Parmi ceux qui s'en étaient sortis, beaucoup se demandaient pourquoi ils continuaient à se battre. Nos hommes avançaient avec obstination. Certains étaient perplexes, d'autres fatigués mais joyeux, et d'autres encore avaient des visages à la fois dénués de toute expression et remplis d'incompréhension. Cependant, dans le regard de certains, j'arrivais à déceler la conscience de l'immense tragédie dans laquelle nous nous trouvions. Les Italiens finirent par stopper la progression des Allemands à seulement 25 km de Venise. Les troupes françaises et britanniques durent être envoyées en renfort. Fin 1917, l'horizon était bouché de tous les côtés pour les Alliés. En revanche, le commandant en chef allemand, le général Ludendorff, était plus confiant que jamais. Dû à l'effondrement de la Russie, la situation militaire nous était bien plus favorable que nous l'avions espéré quand arriva le nouvel an 1918. Nous n'avions jamais été aussi forts sur le plan numérique en comparaison avec nos ennemis. Il n'y avait plus qu'un seul espoir pour les Alliés, l'Amérique. Le 6 avril 1917, le président des États-Unis, Woodrow Wilson, déclara la guerre à l'Allemagne. Les Britanniques accueillirent leurs nouveaux alliés en héros. J'ai toujours rêvé de voir un jour ces deux nations anglophones s'unir dans une grande cause, et aujourd'hui mon rêve se réalise. Le peuple anglo-saxon doit sauver la civilisation. Les premières troupes américaines débarquèrent en Europe au cours de l'été 1917. Ils semblaient plus grands que les Européens. Droites, leurs longues silhouettes contrastaient vivement avec celles des recrues de petite taille qu'on avait l'habitude de voir dans le coin. On aurait cru des soldats britanniques tout droit descendus du paradis. Je me posais la question, est-ce qu'un autre régiment de notre armée en déclin avait encore été décimé? Puis soudain, j'entendis quelqu'un s'exclamer. « Regardez, voilà les Américains !» Au début, les soldats américains étaient surnommés Sammy. Plus tard, on est devenus les Bulldogs. L'origine de Sammy est toujours restée un mystère pour nous. En revanche, pour Bulldog, c'était plus évident. On nous appelait comme ça à cause de nos plaques militaires qu'on portait en collier, de nos tentes à 2 places, pas plus grandes qu'une niche, et aussi parce qu'on grognait en mangeant et qu'on essayait de séduire toutes les filles qu'on croisait. Pour bon nombre de ces Américains, leur apprentissage sur le front ouest commença par le choc des cultures. L'un d'eux fit une liste de ces bêtes noires. Nos officiers sont en tête de liste parce qu'ils ne font jamais rien de bien pour nous. Ils sont grincheux, arrogants et inconscients. En deuxième position, on a la météo. En 3, les mulets. En 4, nos uniformes qui prennent l'eau. Nos pieds sont constamment mouillés. Les poux arrivent en 5e position. L'espèce de hachis parmentier en conserve qu'on nous sert se classe 6e. Numéro 7, le mal du pays. Nous n'étions jamais partis loin de chez nous pour la plupart, et nous avons tellement besoin d'affection féminine, c'est horrible. Les Allemands arrêtent cette liste, car sans eux, nous pourrions rentrer à la maison. Le commandant en chef du corps expéditionnaire américain, le général John Pershing, devait maintenant former au combat ses recrues inexpérimentées. La guerre mondiale faisait intervenir une quantité importante de troupes. C'était une chose d'appeler 1 ou 2 millions d'hommes sous les drapeaux, mais c'en était carrément une autre de faire d'eux une armée organisée et chevronnée, capable de se débrouiller seule dans les combats qui l'opposeraient aux troupes les mieux entraînées d'Europe, ayant plus de 3 ans d'expérience à leur actif. Quand les Américains ont commencé à se battre, ils faisaient penser aux Britanniques pendant l'offensive de la Somme en 1916. Ils étaient très enthousiastes, leur moral était bon, mais ils avaient encore beaucoup de choses à apprendre. Et ils les assimilèrent très vite, si je puis dire, au cours de batailles très sanglantes. La première bataille impliquant des Américains eut lieu en juin 1917.
Je me souviens des premiers Américains morts qui me sont apparus dans les premières lueurs du jour. Depuis longtemps, hélas, même la vue de nos propres morts me laissait indifférent. Toutefois, ceux-ci m'ont ému. Ils avaient l'air novices et élégants à la fois, avec leurs longues jambières. Ils symbolisaient aussi le dernier espoir des Alliés. À leur tour, les commandants allemands se rendirent compte que sur le long terme, les Américains pourraient faire la différence. La surabondance d'énergie refoulée que les Américains libérèrent en entrant dans le conflit fit bien plus que compenser la faiblesse de leurs alliés qui étaient complètement épuisés. Avec la menace américaine qui se précisait de jour en jour, Ludendorff commença à penser que l'Allemagne allait devoir faire un pari risqué pour en finir rapidement avec la guerre. Tandis qu'il élaborait des plans pour arriver à une victoire décisive en 1918, la plupart des Alliés pensaient que la guerre sur le front ouest allait encore s'éterniser dans les années à venir. Peu d'entre eux auraient pu anticiper la façon dont les événements allaient brusquement s'accélérer.